Depuis toujours, je passais à côté d'elle, sans vraiment la voir. Mais un jour où je me promenais du côté du flot, en contrebas des escaliers, les effluves résiduels des folles nuits lausannoises m'ont fait lever les yeux. C'est là que je l'ai vue, spectrale et décrépite, la tour Bel-Air. L'indice gratte-ciel de l'économiste Andrew Lorenz est une théorie selon laquelle il existerait un lien très fort entre crise financière et construction de tours. Deux des plus grands gratte-ciels new-yorkais, le Chrysler et l'Empire State Building, ont vu le jour en pleine crise économique. Cela me laisse songeuse. Pendant que la Grande Dépression pousse certains spéculateurs désespérés à la défenestration, de l'autre côté de l'Atlantique, une bise nouvelle souffle sur Lausanne. À la fin des années 20, cette ville moyenne prend de la hauteur. En 1927, le géomètre Alfred Cottier voulait construire sur la propriété Le Bosquet un grand ensemble de logements et commerces. Il ne trouve pas le financement nécessaire et finit par revendre le projet à l'ingénieur zurichois Eugen Skottony-Gassmann. Dès 1929, Eugen Jost, l'un des architectes à l'origine du projet initial, est remplacé par Alphonse Laverrière. Ce qui différencie son projet de celui de Jost, c'est la tour qui surmonte le complexe. Pourquoi le riche entrepreneur Skottony préfère-t-il le style épuré de l'architecte Laverrière et ses réalisations sobres et austères, au style Beaux-Arts d'Eugen Jost? On raconte que c'est lors d'un récent voyage dans la Grande Pomme que l'entrepreneur aurait eu l'idée du gratte-ciel. Mais y regarder de plus près, le style art déco de la tour Bel-Air a des similitudes avec l'architecture rationaliste italienne. Laverrière est-il inspiré par l'écrivain et poète Marinetti, l'instigateur du mouvement futuriste, dont les thèmes sont vitesse, modernité industrielle et violence? Manifeste du futurisme. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris de la femme. Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme et toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires. C'est en Italie que nous lançons ce manifeste de violence culbutante et incendiaire par lequel nous fondons aujourd'hui le futurisme parce que nous voulons délivrer l'Italie de sa gangrène de professeurs, d'archéologues, de cicérones et d'antiquaires. Manifeste du futurisme, Le Figaro, 20 février 1909. Originaire d'Italie, le mouvement futuriste a inspiré l'architecture fasciste dite rationaliste. La guerre que nous préférons. C'est ainsi que Benito Mussolini aimait parler de sa politique de grands travaux, son outil de propagande. Pour faire place nette, il fait raser de nombreux immeubles dans les quartiers populaires de la capitale italienne, pour les remplacer par de grandes constructions et monuments rappelant la Rome antique. Les classes populaires se voient alors parquées dans des clapiers en banlieue. Totalitaire dans l'Italie fasciste, ou capitaliste à New York, cette architecture a pour vocation de montrer son pouvoir par le gigantisme de ses constructions, renforçant les inégalités sociales. Les puissants en haut, le peuple en bas. En 1927, les cinéphiles lausannois avaient déjà découvert Metropolis, de l'Autrichien Fritz Lang, produit par l'UFA. Les journaux ne tarissent pas d'éloges. Metropolis, affirme l'affiche, est le plus formidable film allemand et c'est absolument exact. Le mot formidable, employé avec tant de prodigalité par certains établissements de notre ville, en matière cinématographique, est ici tout à fait conforme à la réalité. Jamais, en effet, jusqu'ici, aucune œuvre ne donna cette impression de colossal, qui se dégage aussi bien des proportions gigantesques de la mise en scène que des moyens qui la servent.
Tribune de Lausanne, 15 avril 1927. En sortant du théâtre Lumen, les spectateurs sont émerveillés. De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas, face à la future Tour Bel-Air. Féru de 7e art et déjà propriétaire du cinéma l'Apollo de Zurich, l'entrepreneur de la Tour Bel-Air contrôle, de 1931 à 1935, la Terra Film AG à Berlin, l'une des plus grandes sociétés de production cinématographique du Reich allemand. La Terra, pour un cinéma national et populaire, est à ce moment-là la deuxième plus grande société de production allemande après l'UFA. En 1934, la Terra produit une adaptation de Guillaume Tell. La femme du héros est interprétée par la future Madame Göring. Monsieur Göring épousera une artiste allemande. D'après certains bruits qui courent, depuis le voyage de Monsieur Göring en Grèce, on assure que le président du Conseil de Prusse épouserait très prochainement Madame Emmy Sonnemann, artiste allemande dont le talent s'est affirmé sur maintes scènes berlinoises et dans les studios de la UFA. Voici Emmy Sonnemann dans Schlageter, la pièce de H. Jost, qui a été représentée au Théâtre d'État de Berlin. Revue de Lausanne, 2 janvier 1935. L'investissement roman de l'entrepreneur zurichois, le Bel-Air Métropole, est un bâtiment inédit pour le pays, voire même pour l'Europe. Des appartements modernes à l'agencement dernier cri, un restaurant panoramique logé au dernier étage de la tour, un cinéma-théâtre. Le complexe se veut le nouveau pôle d'attraction de la ville. Mais aujourd'hui, la Tour Bel-Air n'a plus l'apparence clinquante de type art déco que l'on pouvait voir sur les affiches promotionnelles. Un âge d'or lointain. Mais ne vous fiez pas à son apparence vieillotte, car il y a plus de 80 ans, cette vieille dame a fait couler beaucoup d'encre. Loin de toucher les cieux, si on la compare à l'Empire State Building de 112 étages, cette tour a été, avant même sa construction, à l'origine d'une polémique sans précédent. En 1930, les Lausannois sont divisés. Les partisans voient en elle un symbole de modernité et de progrès. Courrier des lecteurs, Tribune de Lausanne, 6 novembre 1930. Ce matin, je suis allé à l'hôtel de ville. Dans le vestibule des Pas Perdus, j'ai croisé 2 jeunes gens. Je devais avoir l'air de chercher quelque chose, car l'un d'eux m'a dit, me désignant la porte, « C'est là qu'est le monstre. » Je suis entré, j'ai vu. J'ai vu et je dis, moi, Lausannois de tantôt 50 ans, atome perdu dans la foule des profanes, que ce n'est pas si mal que ça. Sans doute, M. Laverrière s'est employé de son mieux pour que plan et photographie présentent le projet sous son meilleur jour. Mais je suis persuadé que cette tour ne fera aucune concurrence à la cathédrale, qu'elle ne l'écrasera pas, parce que la cathédrale, c'est la cathédrale, elle est millénaire ou peu s'en faut. La tour projetée, si elle s'édifie, eh bien, dans les âges à venir, elle permettra à nos petits-enfants de dire à leurs visiteurs « Lausanne possède 2 monuments représentatifs de leur époque respective. La cathédrale, construite à la gloire de Dieu, à l'issue des luttes de la chrétienté contre le paganisme. Puis, la Tour Bel-Air. Celle-là, bâtie quelques 1000 ans plus tard, concrétise le degré d'ingéniosité qu'avaient acquis nos aïeux, à cette époque, quant à leur manière d'utiliser le terrain, la conception de la beauté. Je vous le dis, nous devons à nos descendants de laisser édifier Bel-Air Métropole, avec sa tour. Lausannois de bientôt plus de 50 ans, laissons faire la jeune génération. Signé l'homme de la rue. De l'autre, certains opposants voient en cette tour le symbole du capitalisme moderne venu des États-Unis. Une tour peut avoir 100 mètres et paraître petite. Elle peut n'avoir que 20 mètres et paraître grande. La tour en question doit avoir, je crois bien, une 40aine de mètres et elle m'a paru essentiellement moyenne, c'est-à-dire rien du tout. Pour d'autres, plus conservateurs, c'est la peur que l'édifice ne fasse de l'ombre à la cathédrale gothique,
emblème historique de Lausanne. Le 5 novembre 1930, la Société pour le développement de Lausanne, ainsi que la Société d'art public, demandent aux autorités de refuser le permis de construire. Les raisons avancées sont diverses. La non-conformité des dimensions de la tour et l'absence de gabarit. Malgré les pressions, l'entreprise Bel Air Métropole finit par avoir gain de cause. Les travaux commencent. Au-delà de l'encre déversée par la polémique, les mauvaises conditions de travail subies par les ouvriers sur le chantier ont fait couler beaucoup de sang. Les premiers mois du chantier sont endeuillés par une mort tragique. Et les blessés graves se comptent par dizaines. Un grave accident s'est produit peu avant 2 heures dans l'immeuble en construction de la tour Bel Air. Occupés au montage des poutrelles de fer du bâtiment, 2 ouvriers se trouvaient au 2e étage. L'un d'eux soudait et son collègue s'occupait de la manutention. Soudain, par une fausse manœuvre, ce dernier, M. Jean Durenmat, un jeune ouvrier de 22 ans, fut atteint par une poutrelle et projeté dans le vide. Le malheureux fut aussitôt relevé par des ouvriers et un médecin arriva rapidement sur les lieux. M. Durenmat, grièvement blessé, dut être conduit à l'hôpital cantonal où il succomba à ses blessures peu avant 16 heures. Feuille David Lausanne, 3 juillet 1931. Été 1931. Près de 40 ouvriers de l'entreprise sous-traitante, qui travaillent sur la structure métallique de la tour, font grève. Jugeant à juste titre leur travail beaucoup trop dangereux, ils revendiquent une hausse de salaire de 25%. L'entreprise Bel Air Métropole n'en tiendra pas compte, estimant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité. L'entrepreneur prend les revendications des travailleurs à la légère. 2 mois se sont écoulés depuis la fin de la grève. Un meeting communiste est organisé au centre-ville. Un court article de presse témoigne de l'hostilité ambiante. Les manifestants avaient projeté d'aller attendre, à la sortie de leur travail, les ouvriers du chantier Métropole Bel Air à 18h. Mais ces bons rouges se trouvèrent chocolat. M. Scotteny, qui avait eu vent de l'affaire, avait licencié tous ses hommes à 17h déjà, de sorte qu'aucun d'eux ne fut entraîné dans la manifestation communiste. Tribune de Lausanne, mardi 22 septembre 1931. Les accidents se succèdent jusqu'à la chute du 5e étage, 1 mois plus tard, du jeune Alexandre Thiel. Un ouvrier appartenant à l'Eisenbau a fait une chute depuis le 5e étage du côté des terreaux. Il a été relevé dans un état grave et, après avoir reçu les premiers soins d'un médecin mandé d'urgence, il a été transporté par une ambulance à l'hôpital cantonal. Il s'agirait d'un nommé Thielen, mais nous donnons ce nom sous toute réserve. Le malheureux ouvrier n'avait pas perdu connaissance. Nous apprenons que c'est dans la cage de l'ascenseur en construction que l'ouvrier de l'Eisenbau est tombé depuis le 5e étage. Heureusement, des sacs de ciment qui se trouvaient au bas de la cage amortirent quelque peu la chute. L'enquête ne donnera rien. Et comme toutes les autres, c'est un non-lieu. L'entreprise Métropole SA ne sera jamais inquiétée. Les 22 mois qu'auront duré les travaux du chantier, dit de la nécropole Bel Air, auront été un véritable enfer pour de nombreux travailleurs. Alors que les 2 principaux quotidiens de l'époque ne font qu'énumérer les blessés et les morts dans de petites dépêches, le réveil anarchiste soulève la question de la condition ouvrière. Dans le vaste bâtiment de Bel Air, surnommé la nécropole Bel Air, les accidents succèdent aux accidents. C'est, paraît-il, le 25e qui est survenu mardi 21 octobre. Un spécialiste de l'Eisenbau-Gesellschaft tomba du 5e étage et fut transporté dans un état grave à l'hôpital cantonal. C'est sans conteste le manque de protection, en l'occurrence d'un garde-fou, qui est la cause de l'accident. Détail singulier, 1 heure à peine après l'accident, un garde-fou était posé et lorsque la police vint faire son enquête, et l'on constata la présence et évidemment mit la faute sur le compte d'une imprudence. L'organisation syndicale réagira-t-elle ? Il nous semble que des cas comme celui-ci se présentent assez souvent pour que les ouvriers fassent entrer en jeu la solidarité. Le bimensuel libertaire se fait un devoir de parler de la bavure dont aurait été victime le jeune ouvrier. Enfin, la poussière du chantier a laissé sa place aux paillettes. Le 27 décembre 1931, on inaugure le cinéma-théâtre Métropole en grande pompe. Le beau monde vient en nombre pour admirer ce qu'il se fait de plus beau. Les projets de Métropole Cinéma-Théâtre.
Métropole Cinéma-Théâtre est absolument indépendant soit d'autres salles lausannoises, soit d'autres cinématographiques étrangers. Cette indépendance et les possibilités multiples qu'offre notre salle de spectacle seront largement utilisées et le public lausannois sera rapidement appelé à en apprécier leurs résultats. Les spectacles de cinéma formeront bien entendu le principal de l'exploitation, mais le music hall, les variétés, les grands concerts symphoniques... Le restaurant panoramique, logé au sommet de la tour, sera quant à lui inauguré le 27 août 1932. Mais le bonheur ne sera que de courte durée pour l'entrepreneur zurichois. Après avoir revendu sa société de production, la Terrafine, en 1934, suite à de mauvais placements, c'est en 1938 qu'il revend l'édifice à la Genevoise Assurance, pour un montant de 7 millions de francs. Plus d'un demi-siècle se passe. En 1991, la Zurich Assurance rachète le groupe Genevoise Assurance. L'actuel propriétaire de la Tour Bel-Air a de grands projets d'aménagement. En 2009, tous les locataires reçoivent une résiliation de bail, un coup de massue pour certains qui n'ont rien vu venir. Dans un article du 24 heures, paru en janvier 2014, l'architecte attitré nous ouvre les portes des appartements et des bureaux vidés de leurs habitants. Au dernier étage de la tour, on y voit un duplex sur 2 étages qui fera la joie du futur locataire, avec une vue imprenable et panoramique sur Lausanne. Malgré les squelettes qu'elle cache dans son placard, la Tour Bel-Air a encore de belles années devant elle. Elle est passée à la postérité grâce à son statut de bien culturel d'importance nationale. Et d'ici peu, elle aura retrouvé son clinquant. Entre fascination et aversion, les édifices verticaux de Lausanne ont fait couler beaucoup d'encre. Pensons au Tour de Valmont, édifié en 1958, que l'on appelait aussi le mur de la honte. À l'hôtel Tour d'Ouchy, refusé suite à un référendum en juin 1972. Et plus récemment, en 2014, la Tour Tawa, également refusée dans les urnes suite à une campagne enflammée. Ces controverses, toutes comme les autres, finissent par tomber dans l'oubli, pour laisser leur place à d'autres. Et à quoi ressembleront celles de demain ?